Un faible sifflement se fit entendre, signe que les circuits étaient prêts à capter la résonance de l'horloge. 18h59. Le cœur de Nguyen battait à l'unisson avec le mécanisme de la grande horloge située à l'étage supérieur. Elle ferma les yeux et se concentra sur le son. La première sonnerie retentit. Puis la deuxième. À la troisième sonnerie, le diapason commença à vibrer doucement. À la sixième sonnerie, une lumière bleue pâlissante émana de l'appareil, éclairant les fissures du mur. Lorsque la septième sonnerie de 19 heures finit de résonner, Nguyen appuya sur le bouton central du diapason. Une onde de choc silencieuse traversa la piste. Le mur de béton sembla se liquéfier devant ses yeux. Le cadre de la porte en chêne réapparut, plus brillant et plus solide que la première fois. La plaque de laiton avec le chiffre romain 7 brillait d'un éclat d'or. Sans hésiter une seule seconde, Nguyen franchit le seuil. Elle ressentit la même sensation de froid intense, suivie d'une bouffée d'air humide. Elle était de retour en 1954. La rue Nguyen Du était plongée dans une obscurité brumeuse. Le silence du passe était différent de celui de la bibliothèque moderne, il était rempli de murmures lointains et du tintement des vélos. Elle aperçut immédiatement la silhouette de M. Luong près du même auvent. Il semblait attendre quelqu'un. Nguyen s'approcha prudemment, s'assurant que ses vêtements étaient mieux dissimulés sous un long manteau d'époque qu'elle avait emprunte à la collection de sa grand-mère. « Monsieur Luong, la voyez-vous enfin » dit-il d'un ton surpris mais amical. « Je pensais que vous étiez parti avec le dernier convoi de Madame Chi. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Nguyen sourit avec soulagement. Elle avait réussi à retrouver le point de contact. Elle devait maintenant agir avec tact pour récupérer le badge sans éveiller les soupçons des autres gardiens. « Je suis revenu pour le registre, Monsieur Luong, dit-elle doucement. Mais j'ai aussi réalisé que j'avais perdu un petit objet précieux, un badge en forme de lotus, près de la porte hier soir. L'avez-vous vu par hasard? » Luong réfléchit un instant, grattant son menton grisonnant. « Ah, ce petit bijou en laiton? Oui, je les ramasse. Je pensais que c'était un bouton détaché. Je les garde dans ma poche pour vous le rendre si vous repassiez. » Il fouilla dans sa veste et en sortit le badge. Nguyen sentit un poids immense quitter ses épaules. En touchant le métal froid du lotus, elle ressentit une connexion vibratoire immédiate. L'unité était retrouvée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à remercier Luong, un bruit de bottes sur l'épave se fit entendre. Une patrouille de soldats s'approchait de l'institut. « Vite, mademoiselle, entrez à l'intérieur » chuchota Luong avec une urgence soudaine. « Il vérifie toutes les autorisations ce soir. Si on vous trouve ici sans papier, ce sera difficile pour nous deux. » Nguyen n'eut pas le temps de discuter. Elle suivit Luong à l'intérieur du bâtiment de 1954, un labyrinthe de couloirs sombres remplis de caisses en bois et de piles de livres. C'était la première fois qu'elle explorait l'intérieur de l'Institut à cette époque. Elle réalisa que la disposition des pièces était légèrement différente de celle qu'elle connaissait. Les murs étaient tapis de boiseries sombres et l'odeur de l'encre fraîche flottait partout. Luong la conduisit vers un petit bureau caché derrière une immense armoire à archives. « C'est ici que le docteur Locke passait ses nuits » expliqua Luong à voix basse. « Il m'a dit que si quelqu'un de confiance venait chercher la vérité, je devais lui montrer le tiroir secret. » Nguyen s'approcha du bureau. Elle vit une petite fente près de la serrure. Elle comprit immédiatement. Elle inséra le badge en lotus dans la fente. Un déclic mécanique se fit entendre, semblable à celui de la porte numéro 7. Un compartiment secret s'ouvrit, révélant une liasse de documents écrits à la main et une photographie en noir et blanc. Sur la photo, elle reconnut le docteur Locke aux côtes de son oncle, C.M., et d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à sa grand-mère Ang. Les documents n'étaient pas de simples listes de livres. C'étaient des journaux de bord relatant des expériences sur la manipulation de la perception temporelle. Le docteur Locke avait découvert que la bibliothèque n'était pas seulement un lieu de stockage, mais un ancrage naturel où les courants du temps se rejoignaient.
Il avait caché la collection non pas pour la soustraire au gouvernement, mais pour éviter que des personnes mal intentionnées ne découvrent comment modifier le pass. Soudain, une voix autoritaire retentit dans le couloir, « Gardien Luang. Êtes-vous là? Nous avons ordre de sceller cette section immédiatement. » Luang regarda Nguyen avec panique. « Vous devez partir, mademoiselle. Prenez ces papiers et retournez vers votre porte. Je vais les retenir le plus longtemps possible. » Nguyen serra les documents contre elle. Elle voulait aider Luang, mais elle savait que sa présence ici était une anomalie qui ne pouvait durer. « Merci pour tout, monsieur Luang. Votre loyauté ne sera pas oubliée par l'histoire, dit-elle avec émotion. Elle courut vers le couloir, utilisant sa connaissance de la structure du bâtiment pour éviter la patrouille. Elle arriva devant la porte 7 juste au moment où la lueur bleue commençait à faiblir. Le diapason dans son présent devait perdre de sa puissance. Elle plongea à travers l'ouverture, sentant le vent temporel fouetter son visage. Elle atterrit sur le sol froid du sous-sol de 2024, les documents du docteur Locke éparpillés autour d'elle. Le mur se referma instantanément. Cette fois, la plaque en laiton disparut complètement, laissant la place à une surface de béton lisse, sans aucune trace de la porte 7. Nguyen resta allongée un moment, reprenant son souffle. Elle avait le badge, les documents et la vérité. Mais elle savait que ce n'était que le début d'une quête plus vaste pour comprendre l'héritage de sa famille. Elle se releva et ramassa les documents. Parmi les papiers, elle trouva une petite note griffonnée en vietnamien ancien, mais signée en français, pour Nguyen, celle qui saura lire entre les lignes du temps. Sa grand-mère avait tout prévu. L'éducation de Nguyen en tant qu'archiviste n'était qu'une préparation pour ce moment précis. Elle n'était plus une simple bibliothécaire, elle était la gardienne de la mémoire du temps. Chapitre 31. Luang surgit de l'ombre, mais il ne surgit pas comme un héros de roman de guerre, plutôt comme un homme qui a passé sa vie à garder des portes et des secrets, et qui n'a jamais aimé le bruit. Il tenait sa barre de fer comme on tient un parapluie oublié, plus par réflexe que par envie de s'en servir. Ses mains tremblaient et, chose étrange, il avait l'air surtout vexé. « Vous avez réveillé l'horloge, murmura Luang. Et quand l'horloge se réveille, moi je ne dors plus. C'est un principe. » Nguyen sentit la tension descendre d'un cran, comme un rideau qu'on tire doucement pour calmer une salle. Elle n'avait pas besoin d'une bataille. Elle avait besoin d'un malentendu qui se dissout, d'un nœud qui se défait. Et si l'univers aimait les bibliothécaires, il allait lui offrir exactement cela. Les deux silhouettes noires, les chronos, se figèrent. Ils avaient l'air d'attendre un choc spectaculaire. Au lieu de cela, ils reçurent la voix de Luang, et cette voix avait la puissance tranquille d'un règlement intérieur. « Messieurs, dit Luang, vous êtes dans un sous-sol des archives. On ne crie pas. On ne court pas. Et on ne joue pas avec des gens qui s'évanouissent. » Il montre à Bang, inconscient. Cela, c'est indécent. Même pour des gens qui portent des vêtements aussi sérieux. Le premier chrono inclina la tête. Sa voix n'était plus synthétique, plus froide. Elle était, à présent, étrangement humaine, comme si le masque lui-même se souvenait soudain qu'il était porté par une personne. « Nous ne voulions pas lui faire du mal, dit-il. Nous voulions seulement comprendre. » Nguyen sentit le moment glisser, comme une page qu'on tourne. Comprendre. Ce mot, elle le connaissait. C'était le mot des archivistes, pas celui des voleurs. Alors comprenons, répondit-elle, la gorge sèche. Mais pas ici. Pas avec Bang au sol. Pas avec des gestes qui font peur. Elle jeta un coup d'œil au registre étalé sur les dalles. C'était comme voir un ami étendu dans la poussière. Le second chrono fit un pas en avant, puis elle s'arrêta en voyant Luang lever un doigt, comme un professeur qui interrompt une classe turbulente. Un pas de plus, et je vous fais recopier à la main le catalogue complet des cartes anciennes, dit Luang. Et je ne plaisante pas. Il y eut un silence. Même Nguyen, malgré le danger, sentit une bulle de rire vouloir éclore. Et l'absurdité de la menace était parfaite.
On ne menace pas un conspirateur temporel avec une punition de bibliothécaire. Et pourtant, dans ce sous-sol, cela avait un poids réel. Le chrono recula d'un demi-pas. « D'accord, dit-il. » Nguyen s'agenouilla près de Bang. Elle posa 2 doigts sur son poignet. Le pouls était là, régulier, un peu lent. Elle souffla. Elle fouilla dans son sac et sortit une petite fiole de baume mentholé, un objet banal de son époque, si banal qu'il en devenait magique ici. Elle en frotta un peu sous le nez de Bang. Bang cligna des yeux, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve trop dense. Il voulut se redresser, mais Nguyen le retint doucement. « Reste calme, murmura-t-elle. Tu es en sécurité. » Enfin, aussi en sécurité qu'on peut l'être quand l'histoire a décidé de faire du théâtre. Bang regarda autour de lui, vit Luang, puis les 2 chronos. Sa bouche s'ouvrit, cherchant une question, mais Luang le devança. « Mon garçon, dit Luang, tu es dans une bibliothèque. Donc tu vas respirer doucement, et tu vas faire semblant que tout ceci est une réunion de travail. C'est plus simple. » Bang avala sa salive. Il hocha la tête, docile, presque reconnaissant qu'on lui donne une règle à suivre. Nguyen se releva et ramassa le registre. Elle le serra contre sa poitrine, et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle ne le portait pas seulement comme un objet, mais comme une responsabilité. « Parlez, dit-elle au chrono. Sans menace. Sans jeu. Pourquoi vous me cherchiez, vraiment? » Le premier chrono retira lentement son masque. C'était un visage jeune, peut-être trop jeune pour porter autant de fatigue dans les yeux. Il avait un accent difficile à situer, comme si sa langue maternelle avait été polie par des années de documents et de stations radio. « Je m'appelle Julien, dit-il. Et lui, c'est Thomas. » Luang plissa les yeux. Julien. Thomas. 2 noms comme des tiroirs étrangers dans une armoire vietnamienne. Il n'aimait pas ça, mais il ne dit rien. « Nous ne sommes pas des monstres, reprit Julien. Nous sommes des archivistes aussi. D'une autre sorte. Nous avons appris qu'il existait une collection, et que cette collection pouvait empêcher des catastrophes. Nous pensions que vous la cachiez par égoïsme, ou par peur. Mais maintenant que nous vous voyons, vous n'avez pas l'air d'une tyranne du temps. » Nguyen eut un rire bref, sans joie. « Je suis une femme qui aimait le silence, dit-elle. Et le temps a décidé de m'adopter comme problème personnel. » Thomas, qui n'avait pas encore parlé, prit une inspiration. Ses mains, au lieu d'être menaçantes, étaient nerveuses, presque maladroites. « Notre erreur, dit-il, c'est que nous avons cru que la vérité se prend. Alors qu'elle se mérite. Nous avons suivi vos traces, parce que nous n'avions pas d'autres routes. Nous avons cru que Bang était une clé. Et nous avons oublié qu'une clé, ça appartient à une porte, pas à un voleur. » Bang leva la tête, surpris d'entendre son nom prononcé avec autant de douceur. Il regarda Nguyen, puis Julien et Thomas. « Je ne suis la clé de personne, dit-il, la voix rauque. Je suis juste un homme qui vendait du thé et qui aimait les livres. » Et c'est déjà énorme, dit Luang, comme si c'était la conclusion la plus raisonnable du monde. Nguyen sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Une chaleur. Pas l'adrénaline. Pas la peur. Quelque chose de plus simple, plus humain. La possibilité que cette nuit ne se termine pas en catastrophe, mais en conversation. Alors voici la règle, dit Nguyen. La collection ne sert pas à gagner. Elle sert à stabiliser. Elle ne doit pas devenir un instrument de vanité.